Croyez-vous tout savoir ou plutôt qu'il est impossible de savoir? Laurence Godin-Tremblay, elle, aime beaucoup la vérité et se méfie des sceptiques. C'est pourquoi aujourd'hui, elle est venue nous faire son éloge du dogmatisme. Bonjour Laurence. Bonjour Simon. Alors comme je le disais en début d'émission, t'es un peu malcommode. Toi, t'aimes ça te faire traiter de dogmatique. Oui, bien, comme je l'ai dit, c'est par le passé, là, surtout les gens qui me connaissaient pas, là, qui me voyaient de loin à la faculté de philosophie, aimaient me qualifier de dogmatique. Mais je dirais que ça changeait, tu sais, du moment qu'on apprenait à me connaître. Je me souviens, j'avais fait Québec-Montréal avec une de mes collègues là, pour un colloque de philosophie, puis elle m'avait dit, finalement, t'es pas si dogmatique que ça. Tu as juste une apparence de dogmatisme. Ben, c'est du moment, là, tu sais, du moment que les gens découvrent que je suis chrétienne, premièrement, mais après mon attachement pour Aristote, je reçois l'étiquette dogmatique presque instantanément. Puis ce que je constate, c'est que dans le monde intellectuel, le dogmatisme, c'est vu vraiment comme quelque chose de péjoratif, alors que scepticisme, c'est vu comme quelque chose d'intelligent. C'est quelqu'un vraiment... En fait, plus on est intelligent, plus on devrait être sceptique. Dans le monde intellectuel, mais je dirais de façon confuse dans notre société aussi. OK, là, je sens, par exemple, qu'on s'entend peut-être pas sur le sens des mots. Comment est-ce que toi, tu comprends le mot dogmatique? Est-ce que c'est d'être un chien bon en mathématiques? Bon, ben c'est ça. Il faut partir de là. Ah, mon Dieu. Je viens de la comprendre. OK, c'était peut-être pas ma meilleure blague. Ah, OK, ouais, moi aussi, Vas-y. Bon, il faut partir de là, je pense. Dogmatique, c'est devenu péjoratif, c'est devenu une insulte. En introduction, tu as fait, je pense, une petite blague aussi. Là. Faut-il tout savoir ou prétendre qu'on ne peut rien savoir? Là? Cette dichotomie-là, elle est fausse, on le sait. Là. Mm-hmm. C'est pas soit on sait tout, soit on sait rien. Là. Puis je pense que les dogmatiques, c'est devenu péjoratif parce que les gens le voient comme quelqu'un, en fait, qui tient tellement à ses idées qu'il ne regarde plus la réalité, il les impose aux autres, il ne changera jamais d'avis, etc. Alors que ça, en mon sens, c'est de l'idéologie. Là. C'est quand tes idées prennent la place de la réalité. Mais quelqu'un de dogmatique, dans le sens étymologique du terme, c'est quelqu'un simplement qui a des convictions, des opinions, puis pas des opinions à la va-vite, mais c'est quelqu'un, en fait, qui a des opinions réfléchies, fondées, puis qui de plus en plus va construire justement ses dogmes, sa réflexion. Chesterton a une belle citation dans une de ses œuvres où il dit « L'homme est un animal qui fait des dogmes au sens où on est fait pour avancer dans la connaissance, tout simplement, pour mettre des certitudes, pour mettre comme une construction, comme on construit une maison, une église, etc. » OK, donc il y a une bonne manière de comprendre ce mot de dogmatisme. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, on valorise, selon toi, le doute ou qu'on mette de l'avant davantage positivement le mot d'être sceptique? OK. Alors, bon, c'est ça. Comme j'ai dit, le dogmatique, les gens le voient vraiment comme quelqu'un de fermé d'esprit, comme une roche ou une plante. Là, moi, je pense qu'il faut faire un revirement complètement. Moi, ce que je dis, c'est que c'est les sceptiques qui sont des plantes, c'est les sceptiques qui sont des roches. Puis ça, c'est pas nouveau, là. Aristote lui-même traitait les sceptiques de plantes. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Là? Pourquoi? Je pense que c'est le moment où Aristote est le plus méchant ou agressif dans son œuvre. Là. D'habitude, il n'y a pas beaucoup d'émotions dans les œuvres d'Aristote. Alors, pourquoi le sceptique, finalement, c'est lui qui se rapproche d'une plante? Moi, ma chronique, finalement, c'est celui qui le dit, celui qui l'est. Là. Je me fais traiter de plante, puis je dis, c'est vous les sceptiques, les plantes. Bon, alors, il faut encore retourner à l'étymologie. Bon, sceptique, en grec, ça veut dire le fait d'examiner, de considérer avec soin. Jusque-là, il n'y a rien de péjoratif ou de mélioratif. Je veux dire, c'est un peu mélioratif au sens où c'est bien quelqu'un qui examine, quelqu'un qui doute. Le doute, ça vient de duo, là, c'est l'idée de double, comme si on a des arguments dans tous les sens puis on hésite. Alors ça, c'est pas mauvais, mais là où le scepticisme devient végétal, si je peux dire, c'est au moment où ça devient l'idée qu'il faut être sceptique en tout. En fait, il faut douter de tout et tout remettre en question, et c'est ça qui est le mieux. Donc, le doute ne devient plus un moyen, mais une fin. Puis là, une belle figure de ça, là, un des premiers sceptiques, on a Pyrrhon, là, mais il n'a laissé aucun écrit. Bon, son disciple, Sextus Empiricus, le dit bien. Là. Il dit « Moi, je vais être sceptique et non dogmatique. » Qui traite de dogmatique? Les aristotéliciens. Bon, c'est pas nouveau, là. Moi, j'ai dit que j'étais aristotélicienne, je me fais traiter de dogmatique. Bon, moi, je vais être sceptique, c'est-à-dire je vais être continuellement en recherche. Et le but de ma recherche ne sera pas la vérité, mais la paix de l'âme, c'est-à-dire d'être en paix avec le fait que je ne trouverai jamais rien. Mais est-ce que Sextus irait jusqu'à douter qu'il faut douter de tout? Bon, c'est ça. Fait que si on fait l'histoire du scepticisme grec, c'est intéressant. Il y avait deux écoles sceptiques. Il y avait les académiciens qui se réclamaient de l'enseignement de Socrate. Puis Socrate, à un moment donné, dans l'Apologie, dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Puis eux, ils l'ont vraiment pris à la lettre. Fait que là, eux, ils affirmaient qu'on ne peut rien savoir. Sextus, lui, dit non, là, vous êtes vraiment dogmatique quand vous dites qu'il est impossible de savoir. Moi, je vais dire que je ne le sais pas si c'est impossible de savoir ou si c'est possible de savoir.
Mais là, si je te suis bien, Laurence, quelqu'un qui pousse le scepticisme à l'extrême comme ça, il serait aussi bien de se taire, ne plus parler. Puis c'est peut-être dans ce sens-là que tu dis que c'est une plante ou une roche, parce que les plantes et les roches, ça ne parle pas. Oui, exactement. Bon, encore une fois, je pense que c'est bon, là, avant de voir les arguments sceptiques, avant même de réfuter leur idéologie, parce que je pense que c'en est une, là, de revenir en arrière puis de voir, bon, il est impossible de ne rien connaître, ou en tout cas, je doute du fait qu'il soit possible de connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'ils pensent ça? En réalité, bon, moi, en tant que dogmatique, ce que je vous dis, c'est qu'on peut connaître la réalité. Là, la réalité s'offre à nos sens, on l'apprend, c'est pas une construction. Là. Quand un arbre tombe dans la forêt, il fait du bruit, même si je suis pas là pour l'entendre. Donc, la réalité existe à l'extérieur de moi. Puis connaître, c'est vraiment la faire naître à l'intérieur de moi. C'est ça, l'étymologie. Bon, un sceptique comme Sextus Empiricus, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il va se mettre à douter pour certaines raisons, là, pour certains arguments là, qu'il va amener. Genre, il va appeler ça des moyens pour lesquels on est conduit à suspendre notre jugement. Puis moi, j'en ai retracé 3. OK. 3 comme grande famille d'arguments chez Sextus Empiricus. Puis pourquoi je les ai choisis, c'est que je pense que ça représente bien aussi la pensée ambiante, là, la pensée des gens aujourd'hui, parce que je pense que sans que les gens soient aussi sophistiqués que Sextus Empiricus ou d'autres sceptiques, je pense que les gens aujourd'hui ont un caractère sceptique à l'intérieur d'eux. OK, ça m'intéresse de connaître c'est quoi ces 3 arguments qui nous inclinent à penser qu'il vaut mieux être sceptique. Alors, le premier argument, moi, je le qualifierais comme du fait que parce qu'il y a une diversité de connaissances, on ne peut pas connaître. Bon, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais Sextus Empiricus, le premier argument qu'il va présenter, là, c'est il va dire... Regardez, là, les chiens, ils entendent des sons qu'on n'entend pas. Les chats voient des choses qu'on ne voit pas. Encore, les chiens, on pourrait les prendre, ils sentent des odeurs qu'on ne sent pas, etc. Donc, si on prend les animaux, là, puis c'est très méthodique, là, il en donne des exemples, là, c'est presque intimidant. Mais là, on se dit, qu'est-ce qui nous fait dire, nous, humains, que notre perception de la réalité, c'est elle la bonne? On aurait tous des points de vue différents sur la réalité. Exact. Puis là, il continue. Le deuxième, c'est par rapport aux hommes, les êtres humains. Là. Bon, il y a une diversité. Là. C'est bien populaire aussi de dire, justement, il y a le point de vue féminin, il y a le point de vue masculin. Bon, ce qui n'est pas faux, là. Mais ça, c'est Sextus, il va dire, ben c'est ça, c'est ces tempéraments, cette culture, Il dit, de la même façon qu'on a des corps différents, on a des âmes différentes qui perçoivent la réalité différemment. Donc, encore une fois, différence de connaissances, différents points de vue. Qu'est-ce qui te fait dire que le tien, c'est le bon? Puis on continue, puis il nous dit, même entre nos sens, si je regarde un bout de bois dans l'eau, mes yeux vont me dire qu'il est cassé, mais si je le touche, ça va me dire qu'il n'est pas cassé. Fait que là, Sextus continue comme ça. Là. Même entre nos sens, il y a une diversité de connaissances, etc. Et il conclut, donc, on ne peut pas vraiment savoir ce que sont les choses en elles-mêmes. Tout ce qu'on connaît, c'est notre point de vue, en guillemets. En même temps, c'est pas parce qu'il y a plusieurs points de vue que tous ces points de vue-là seraient dans l'erreur. Ça s'appelle, moi, je pense, un sophisme de l'absolu et du relatif. C'est-à-dire que c'est comme si Sextus dit, parce que, mettons, si on prend l'histoire d'entendre des sons ou que le chien, mettons, le chien en entend plus, c'est pas parce que j'entends pas tous les sons que j'entends pas un son. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça qu'il faut répondre à Sextus. C'est pas parce que il y aurait une sensibilité, mettons, féminine qui ferait en sorte que je serais attentive à plus de détails. Là. Clairement, moi, je sais où sont les choses dans mon frigo que mon mari, non. Je sais où sont les choses dans le garde-manger, mon mari, non. Bon. Et c'est pas parce que mon mari n'a pas cette connaissance-là qu'il connaît pas d'autres choses, là, d'autres réalités. Moi, si tu me demandes de monter un meuble Ikea, bon, il y a un peu de la paresse, là, je fais un peu semblant aussi que je suis pas capable, là, mais il y a ça, là, c'est pas parce qu'on connaît un aspect seulement de la réalité qu'on connaît pas la réalité. Là. C'est vraiment existant, ce son-là que j'entends ou le son que le chien entend. Un autre argument que j'entends souvent, Laurence, c'est le fait que les sceptiques seraient plus humbles, dans le fond, qu'il y a des gens qui prétendent connaître la vérité, on finit par découvrir qu'ils se sont trompés, et que donc c'est vraiment une attitude d'humilité que d'être sceptique ou de douter. Oui, bien, ça serait un autre argument intéressant, c'est c'est le fait que la conviction, là, Sextus Empiricus, à un moment donné, il y a un beau passage, je trouve, qui reflète bien les opinions d'aujourd'hui. Sextus dit... À un moment donné, vous êtes convaincus, mettons, les aristotéliciens de ces vérités-là. Mais avant, vous étiez convaincus d'une autre vérité. Fait que là, il dit, qu'est-ce qui vous fait pas dire que dans 20 ans, vous allez regarder vos idées aristotéliciennes puis dire, j'étais bien toto, maintenant c'est ça la vérité. Fait qu'il dit, il y a toujours cette espèce de mouvement-là
où vous êtes convaincu de quelque chose, mais finalement, vous allez vous faire réfuter plus tard puis être convaincu du contraire. Puis moi, je dis, ça reflète bien la société parce que, justement, quand je dis « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur... » Non, mais je ferai pas tout le credo, là, mais quand je dis, mettons, que je suis devenue croyante, ce que je me fais répondre des fois, c'est « oui, mais avant, t'étais athée. Avant, tu avais une conviction tout autre. Ou, ça, c'est, mettons, une diversité de convictions dans le temps, là, dans un même individu. Ou, évidemment, on se fait dire aussi, mais regarde, là, il y a les musulmans, regarde, il y a les juifs, regarde, il y a les protestants, etc., etc. Puis, tout le monde est convaincu. Donc, tu sais, finalement, qu'est-ce qui te fait dire? On peut jamais savoir quand on est dans la vérité ou non. Puis prétendre l'être, effectivement, comme tu l'as dit, c'est orgueilleux. Donc, puisqu'il y a plusieurs opinions dans notre monde, ça doit être le signe que c'est impossible d'atteindre la vérité. Ouais. Puis là, je qualifierais ça de sophisme du conséquent. C'est-à-dire, c'est comme si on disait, quand on connaît la vérité puis qu'on a une évidence, on est certain. C'est comme si on disait, ben, de la même façon, si on est certain, on a la vérité. Puis là, à ce moment-là, tout devient vrai parce que, je veux dire, on pourrait être certain de des choses contradictoires. Mais évidemment, je veux dire, si on y réfléchit correctement, là, monsieur, madame, tout le monde. Par exemple, mon fils, il est convaincu qu'il n'a jamais été bébé. Là. Si tu lui montres des photos de lui de bébé, là, il va dire que c'est sa sœur. Si tu lui dis non, c'est toi, il va crier, hurler, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Moi, je suis un grand garçon. Bon. C'est un homme même déjà. C'est un homme. Bon, un jour, il va être convaincu du contraire. Un jour, c'est sûr, là, il va. Moi, je pense bien là, que mon fils va retrouver son bon sens. Mais, tu sais, je veux dire, ça n'empêche pas le fait qu'il y ait une vérité. Là. Fait que je pense qu'il faut vraiment, tu sais, c'est paresseux comme argument, quelque part, de dire, parce qu'il y en a qui sont convaincus d'une chose. Ben oui, il y a des gens qui sont convaincus qui sont dans l'erreur. Maintenant, évidemment qu'il y a des sujets difficiles. Évidemment que la connaissance est difficile. Je pense pas que être dogmatique, c'est être orgueilleux. Aristote a une belle phrase à un moment donné où il dit « La vérité est en un sens facile et en un sens difficile. » Puis je pense que toute personne doit garder ça bien en tête, qu'il y a des choses faciles à savoir. Je suis là, je suis debout, je vous parle. Tu t'appelles Simon, tu me parles. Bon, certaine de ça, toi? Certaine. Puis il y a des choses, effectivement, qui sont difficiles à s'approprier, à trancher, des questions métaphysiques, des questions, la hiérarchie des anges, j'en ai aucune idée comment ça fonctionne. Je veux dire, il y a des choses qui nous dépassent complètement, ça, c'est vrai. Même sur un seul objet, je veux dire, je sais c'est quoi un chat maintenant. Est-ce que je sais parfaitement ce que c'est un chat? Non. Bon, ce que je veux dire, c'est que au contraire, en fait, dire la connaissance est possible, il y a des points faciles, puis il y a des points difficiles. Je pense que c'est ça la véritable humilité. Parce qu'à ce moment-là, cette attitude-là réaliste, dogmatique, c'est juste de se plier à la réalité et de rechercher cette réalité-là. Mais je te présente un autre argument. OK, si le troisième, là. Vas-y rapidement. Celui-là est plus niaiseux, là, fait qu'on passera pas tant de temps là-dessus, mais une chose qui ressort souvent aussi dans le scepticisme de Sextus, mais encore plus chez les contemporains, là, je suis pas une grande fan de philosophie analytique, là, donc je me permets de dire que je trouve ça niaiseux, ces arguments-là sceptiques, mais il y a des arguments, là, ça vient un peu de Descartes, là, qui n'était pas un sceptique, mais disons que son point de départ l'était. Cette idée que, finalement, on est peut-être tous en train de dormir ou encore pire, on est dans la matrice, c'est ça? Oui, chez Descartes, c'était un malin génie, une espèce de démon, là. C'est pas très populaire, Dieu et le démon. Fait qu'en philosophie analytique, justement, ça s'est transformé en on est un cerveau dans une cuve, manipulé par un ordinateur, puis tu pourras jamais prouver le contraire, bla, 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 bla. Ou tous les trucs sur les hallucinations, la maladie, etc. Bon, et tu sais, je veux dire, à ça, qu'est-ce qu'il faut répondre? Et je pense que, tout ce qui est le sommeil ou des choses comme ça, je pense que ça a l'air fort comme argument, là, parce que, tu sais, les gens vont dire que tu sais pas quand tu dors que tu dors. Mais oui, mais je sais quand je t'ai veillé que je t'ai veillé, là. Je veux dire, c'est deux états radicalement différents. Puis quand je dors, je me pose même pas la question, est-ce que je suis en train de dormir, etc. Je pense qu'on peut aller dans des directions comme ça pour répondre à la paranoïa. Là, ça devient de la paranoïa. Puis un jeu dans lequel il faut pas entrer, je pense. Avant de se laisser, Laurence, j'aimerais ça que tu essaies de nous dire c'est quoi, au fond, l'erreur fondamentale, selon toi, que font les sceptiques ou pourquoi est-ce que ça attire autant les gens d'aujourd'hui? Bon, il y a deux choses. L'erreur fondamentale, la raison pour laquelle il faut vraiment pas s'attarder à cette doctrine-là, c'est que c'est une contradiction interne. Bon, on l'a dit. Par exemple, si je dis « il est impossible de connaître quoi que ce soit », si c'est vrai... c'est faux. C'est-à-dire que cette connaissance-là, il est impossible de connaître quoi que ce soit, serait une connaissance que je sais. Bon, on dit le sceptique, quand il vainc, il est vaincu. Là. C'est-à-dire quand il gagne, il est défait. Bon, si on prend la solution de Sextus, mais je vais pas l'affirmer, justement, je vais en douter. Mais c'est une fausse solution. Parce que, par exemple, si je doute, est-ce que Simon a son portefeuille dans sa poche ou non? Tu sais, je peux douter puis hésiter entre les deux. Ça, il n'y a pas de problème.
Mais à quelque part, il y en a un de vrai puis il y en a un de faux. Soit tu as ton portefeuille dans la poche, soit non. Puis c'est la même chose. Je peux douter entre il est impossible de connaître quoi que ce soit ou il est possible de connaître quelque chose. Mais il y en a un qui est vrai et faux. Ou faux. Puis, il est impossible de connaître quoi que ce soit. C'est une contradiction. T'sais, donc, c'est fini, là. C'est comme dire il y a un cercle carré. Parce que, comme on le dit, dès qu'on l'affirme, il faut se nier. Le sceptique, là, c'est comme un phénix qui est tout le temps en train de se suicider puis de renaître. Là. Il est tout le temps en train de faire « Ouais, j'existe! Ouais, je meurs! Ouais, j'existe! Ouais, je meurs! » Puis, pourquoi est-ce que c'est si populaire, si je peux terminer là-dessus, dans notre société? Aristote dit qu'il y a 2 raisons pourquoi on serait autant sceptique. Des problèmes intellectuels, c'est ce que j'ai dépeint dans ma chronique. Mais il y a aussi notre volonté. Là. Il faut le voir. Là. Ça peut nous arranger qu'il n'y ait pas de vérité, surtout en morale. Parce que s'il n'y a pas de vérité, là, ben, je peux faire ce que je veux. Puis c'est un peu ça, là, le péché originel dans la Genèse, là, quand on nous dit qu'ils vont connaître le bien et le mal. C'est dans le sens, ils vont décider de ce qui est bien et ce qui est mal. Ils vont plus se laisser mesurer par la réalité, mais ils vont mesurer la réalité. Puis ça, c'est une tentation pour tout le monde. Même moi, là, des fois, ça m'arrive de voir une question puis de dire bon, là-dessus, chacun fait ce qu'il veut. Là. Ça va être mon réflexe là, de me dire parce que ça m'arrange. Parce que ça m'arrange de pouvoir faire ce que je veux tranquillement. OK. Laurence, on va réfléchir à tout ça. Peut-être essayer de trouver un juste milieu entre on peut rien savoir et on peut tout savoir, au fond. Hein? Oui, ben c'est sûr que... Mais moi, c'est ça. Ce que je préconise comme attitude, je pense que la citation de Chesterton que j'ai amenée, elle est bonne. Là. On est fait pour connaître. On aime la vérité. Puis la vérité, elle n'est pas méchante, elle n'est pas orgueilleuse. Dans mon anneau, il est inscrit amour et vérité, là, du psaume amour et vérité se rencontrent. Je pense que c'est l'attitude qu'il faut avoir, c'est-à-dire la réalité est connaissable, la vérité vaut la peine. Puis oui, on connaît pas tout, puis c'est merveilleux, la réalité nous dépasse, mais on va avancer petit à petit. Avançons dans la vérité. Laurence Godin-Tremblay, doctorante et enseignante en philosophie. Merci beaucoup. Merci, Simon.